Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de droit du travail, et plus particulièrement de droit du travail sous l'angle du burn-out, du harcèlement, du mobbing, du licenciement abusif. Peut-être que nous parlerons également de certificat de travail et d'horaire de travail. Alors, nul n'est censé ignorer la loi, cet adage selon lequel une personne ne peut plaider devant un juge son ignorance de la loi. Alors si c'est un adage qui s'applique particulièrement à tout un chacun, notamment aux employeurs comme aux employés, eh bien j'ai envie de lui opposer que nul ne devrait ignorer ses droits, et cela s'applique particulièrement aux salariés, qui plus est en cette période troublée que nous traversons. Alors pour nous parler de cette thématique, j'ai le grand plaisir d'avoir un invité spécialiste en droit du travail, Maître Yann Lam. Alors bienvenue à chacune et à chacun dans ce nouvel épisode de Réussir sa vie, le podcast du développement personnel et professionnel, où chaque semaine je vous partage des informations, des points de vue, des interviews, des outils qui bousculent les idées reçues et qui favorisent le changement. Je m'appelle Christophe Baïs, je suis coach de vie et entrepreneur, et j'aide les personnes hypersensibles et les profils HP à prendre soin d'elles, à s'écouter mais à se protéger, pour trouver l'équilibre qui leur permette de s'épanouir dans une vie respectueuse de leurs besoins. Alors, bonjour à chacune et à chacun d'entre vous, et bonjour à vous, Maître Lam. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation aujourd'hui. Peut-être laissez-moi brièvement vous présenter à nos auditeurs. Vous avez été admis au barreau de Genève en 2006 après des études de droit à l'Université de Genève. Vous exercez comme indépendant depuis 2009. Depuis 2012, vous êtes aussi juge conciliateur auprès du tribunal des prud'hommes. En 2016, vous avez obtenu le titre très convoité d'avocat spécialiste FSA en droit du travail. Vous êtes en outre l'un des associés de l'étude MBLD associée à Genève, qui a été classée parmi les meilleures études de Suisse en droit du travail par le quotidien Le Temps et le magazine Bilance. En 2020, vous êtes nommé par le Conseil fédéral en tant que président de la commission de conciliation selon la loi sur l'égalité de l'administration fédérale pour une durée de 4 ans. Maître Lam, vous êtes également membre de l'Ordre des avocats de Genève, de la Fédération suisse des avocats, de l'Association romande des spécialistes de droit du travail, ainsi que de la Chambre de commerce Suisse-Chine. Vous parlez couramment le français, l'anglais, l'allemand, le chinois, mandarin et cantonais, et l'espagnol. Alors, quel parcours impressionnant. Je vous remercie encore d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui pour éclairer non seulement ma lanterne, mais également celle de nos auditeurs sur cette thématique très spécifique qu'est le droit du travail. Avec plaisir. Alors, juste pour contextualiser un petit peu cette intervention, donc j'avais envie de faire un petit peu cette émission en réponse à la dernière publication de Promotion Santé Suisse. Promotion Santé Suisse qui, bien peut-être que vous le savez ou pas, ou nos auditeurs également, depuis 2014 monitore en fait le stress des travailleurs et travailleuses en Suisse, et depuis 2014, les chiffres ont tendance à s'écrouler, enfin à être de plus en plus négatifs, et les chiffres de 2020 viennent de sortir dans ce document qui s'intitule le Job Stress Index 2020. Aujourd'hui, on est à 29,6% de travailleurs qui se disent épuisés émotionnellement. Donc, c'est presque un travailleur sur 3 qui est au bout du rouleau et qui est dans cette zone dite critique de ces gens qui disposent de moins de ressources finalement que de contraintes, qui ont moins de ressources à leur disposition que les contraintes qui leur sont imposées pour faire leur travail. Donc, ça conduit à cet épuisement émotionnel. On a une deuxième catégorie de gens, c'est 45,5% des gens qui sont dans la zone dite sensible, c'est-à-dire qui, en règle générale, ont juste suffisamment de ressources pour faire face à ces contraintes. Et puis finalement, la troisième catégorie sont les gens qui sont dits satisfaits. C'est 25% des gens, un travailleur sur 4 seulement, qui est satisfait aujourd'hui, qui dispose de suffisamment de ressources par rapport à ces contraintes. Donc, j'ai envie un petit peu j'avais envie d'évoquer cette thématique parce que il me semble, et là je parle sous votre contrôle, mais celui de l'article, je crois que c'est l'article 328 du Code des obligations qui signifie ou qui stipule que de l'obligation qui est faite à l'employeur de protéger la santé physique et morale de ses travailleurs. Alors, est-ce que cette loi, quand on lit ce rapport de Job Stress Index, est-ce qu'on est encore dans ce contexte-là en Suisse? Est-ce que c'est devenu un petit peu le Far West? J'aimerais bien avoir votre opinion sur cette question-là. Alors, je pense qu'effectivement, on est en présence, il y a un problème, je pense, parce qu'on assiste, en tout cas je le vois dans ma pratique, de plus en plus des cas de burn-out, de harcèlement,
de personnes qui sont atteintes dans leur santé, et je pense que le rapport que vous avez cité est assez révélateur. Est-ce que cet article est encore appliqué aujourd'hui ou pas ? Je pense que les employeurs s'efforcent de le faire. Maintenant, il faut savoir si ça donne des résultats ou pas. Parce que visiblement, il y a encore beaucoup de progrès à faire sur la question de la protection de la personnalité, que ce soit physique ou morale. C'est un domaine assez complexe et l'employeur doit prendre conscience déjà de cette obligation-là et puis aussi se permettre d'avoir les ressources pour y arriver. Et ce n'est pas toujours le cas. Donc le constat que vous faites, donc basé sur votre pratique, donc la pratique en tout cas de votre étude ou de vous-même et de vos associés, donc effectivement il y a une péjoration de ces conditions de travail qui conduit finalement à un nombre grandissant de personnes qui finissent en arrêt maladie en fait. Alors effectivement on a pas mal de cas ici lorsqu'on défend des employés de cas de burn-out, de cas de maladie longue durée parce que l'environnement de travail n'est pas satisfaisant, parce que il y a parfois des styles de management qui sont incompatibles avec cette protection de la personnalité, qui sont parfois rudes et qui conduisent à une atteinte à la santé et des maladies de longue durée. Une chose aussi qui m'intéresse grandement d'avoir votre opinion du spécialiste que vous êtes, c'est par rapport au contrat de travail. Donc le contrat de travail, les gens signent un contrat où on vient définir finalement le cadre, c'est-à-dire on dit on s'engage pour une durée d'un travail déterminé à faire finalement un travail déterminé. Et aujourd'hui, ce qu'on constate finalement, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui managent finalement le personnel avec ce qu'on appelle une délégation de responsabilité ou un management par objectif. Et puis on dit aux personnes, il va falloir que tu réalises telle tâche, alors qu'en fait l'employé ne dispose pas de levier sur les ressources à sa disposition pour pouvoir conduire au résultat espéré. Est-ce que finalement c'est légal de venir manager le personnel de cette façon-là, si on ne lui donne pas les moyens finalement d'arriver à bon port, j'ai envie de dire? Alors effectivement, si un employeur exige des objectifs qui sont irréalisables ou fait en sorte par négligence, ça peut être par négligence aussi, de ne pas donner les outils nécessaires pour y arriver, et bien évidemment, là, on peut créer, et puis que la personne l'employé, ensuite on souffre, parce que il y a trop de pression, il y a trop de... il tombe malade ou simplement, ça peut conduire à une situation de burn-out, de démanteler par exemple une structure. Je prends l'exemple d'un cadre à qui on lui enlève tous ses outils et tous ses subordonnés, on lui met des subordonnés qui sont pas capables d'assumer cette tâche-là et qu'on aboutit à la fin à une dégradation de l'état de santé. Là, effectivement, il y a un problème avec l'article 328. Il y a à mon avis une potentielle, en tout cas, violation de l'article 328 parce que c'est attentat à la personnalité dans la mesure où les conditions de travail font qu'elles sont nocives pour la santé. Dans la pratique, en fait, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a le droit de dire non à son employeur? En début d'année, on va avoir des entretiens de service pour faire un petit peu le bilan de ce qui a été accompli au cours de l'année, pour fixer de nouveaux objectifs sur l'année à venir. Et je peux prendre l'exemple en fait d'un ami qui me confiait, un ami qui travaille dans un des Big Four, une de ces grandes fiduciaires. Et aujourd'hui, dans le monde bancaire, par exemple, on est dans une dynamique de diminution des coûts liés au contrat, notamment de consulting. Et cet ami qui travaille dans un de ces Big Four me disait qu'effectivement, donc l'objectif qu'on lui fixait, c'était d'augmenter son book, d'augmenter les ventes, d'inciter finalement ses clients à dépenser davantage, alors même que le marché est complètement contradictoire avec cet objectif. Et puis quand il s'en est ouvert à son chef, son chef lui dit, mais écoute, de toute façon on a confiance en toi, on t'a engagé parce qu'on sait que tu es un bon, puis que tu vas arriver à tes fins. Alors, est-ce que dans un cas comme ça, c'est quelque chose d'acceptable? Quels sont les moyens finalement à disposition de l'employé pour pouvoir se défendre et puis ne pas arriver à l'épuisement professionnel parce que d'un coup on n'a pas les moyens sur les ressources à disposition? Alors, pour répondre déjà à la première question, qui était de savoir est-ce qu'on peut dire non à son employeur? Alors,
il faut rappeler quand même que la loi prévoit que l'employé a un devoir d'obéissance et l'obligation de suivre les instructions de son employeur. Donc ça c'est le premier point. Donc a priori, j'ai envie de dire non, on peut pas. Alors évidemment, il y a des limites. On peut pas demander à un employé de commettre des choses illicites, etc. Enfin, voilà, ça c'est le bon sens. Mais disons qu'on peut pas faire un refus d'ordre. Ouais. Après, je pense qu'il est important, c'est aussi de connaître ses propres limites. C'est-à-dire voilà, jusqu'à où est-ce qu'on peut accepter certaines choses. Et si on n'accepte pas, encore une fois, je pense qu'il est important de le signaler à l'employeur. Et de préférence par écrit. Ouais. C'est le juriste qui parle. Les écrits restent, les paroles s'envolent. Exactement. De dire, voilà, par rapport aux objectifs que vous souhaitez me fixer, j'estime que voilà, il y a ça qui ne fonctionne pas, je n'ai pas les moyens, par hypothèse, s'il n'a vraiment pas les moyens, il y a ça qui dysfonctionne et qui va m'empêcher d'atteindre cet objectif-là. Et après, évidemment, voilà, moi je parle comme avocat, donc je pense toujours au procès. C'est après qu'on verra si c'est justifié ou pas, si le procès est lié. Mais en tout cas, si on ne dit rien, si on n'écrit rien, s'il n'y a pas de message, il y aura un problème, il y aura déjà de toute façon une problématique de preuve. Et surtout, j'ai envie de dire, l'employeur, il ne sera pas conscient de cette problématique. Parce qu'au final, l'employeur a un intérêt. Enfin, son but, c'est aussi que les objectifs soient atteints. Donc, quelque part, il a lui-même aussi un intérêt à faire en sorte que ces objectifs soient atteints. Et s'il peut octroyer une ressource supplémentaire pour améliorer un certain objectif qu'il a lui-même fixé, encore une fois, c'est dans son intérêt. Donc, on doit rester dans cette optique-là que tout le monde doit tirer la même corde. Ça, c'est en théorie. Donc, j'ai presque envie de dire que c'est un petit peu le monde idéal auquel chacun aspire, mais finalement auquel bien peu nombreux ont droit, disons que. Et donc, en gros, on n'a pas le droit de dire non à son employeur, donc il y a un devoir, comme vous le disiez, d'obéissance. Donc l'employé en quelque sorte est corvéable à merci si je vous entends bien. Alors non, quand même, il y a quand même des limites et les limites sont fixées par le droit. Le travailleur a quand même évidemment des droits, on ne peut pas lui imposer, alors je prends un exemple, mais on ne peut pas lui imposer de travailler par exemple pendant ses vacances, ou on peut pas lui imposer de travailler en cas de maladie. Enfin, il y a quand même il y a tout un panel de droits. Encore une fois, on peut pas. Ce que je voulais dire par là, l'employeur n'a pas le droit de dire non dans le sens où s'il y a une instruction qui est donnée par l'employeur ou un objectif qui est fixé, il peut dire moi cette année j'ai pas envie de faire cet objectif-là. Parce que si vous le faites, après, ça pourrait aussi légitimer l'employeur à dire voilà, moi, cette personne-là, je lui ai fixé des objectifs, elle n'a pas envie de collaborer, elle n'est pas collaborante, donc je décide de mettre fin au contrat de travail parce que cette personne ne me convient pas. Une des grandes problématiques aussi aujourd'hui dans le monde du travail, c'est celui des horaires de travail. Est-ce que les horaires de travail sont respectés ? Il y a pas mal d'entreprises dans lesquelles on ne badge pas, on ne vient pas pointer, en quelque sorte. Donc, bien sûr que le discours officiel, c'est de dire qu'on fait confiance aux employés, qu'on ne les surveille pas, mais dans la grande majorité des cas, on se rend compte que les employés travaillent plus que ce qu'ils sont censés faire. Donc il y a des heures supplémentaires qui sont faites. Comment ça se passe en termes d'heures supplémentaires ? Alors, la première chose par rapport au badge, on rappellera que toutes les entreprises qui sont soumises à la loi sur le travail doivent tenir un enregistrement des heures de travail. Il y a quelques exceptions, mais la plupart, effectivement, on doit enregistrer les heures de travail faites. Donc, en principe, quand un employé vient, il doit badger. Après, la question est la question de savoir si ces heures supplémentaires doivent être payées ou pas. Alors, en principe, évidemment, sur le contrat de travail, vous avez un nombre d'heures qui est indiqué. Les heures supplémentaires qui dépassent l'horaire contractuel sont considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures-là, en principe, sont payées. Elles peuvent, à certaines conditions, être parfois incluses dans le salaire, mais il faut que le contrat le prévoie. Et par contre, on a quand même une limite, c'est celle qui est fixée par la loi sur le travail, qui est de 45 heures, je vais globaliser, pour les cols blancs et 50 heures pour les cols bleus. Et au-delà de ces 45 heures, sous réserve d'une petite franchise pour des employés, pour une certaine catégorie d'employés, eh bien, les heures sont rémunérées à un tarif majoré de 25%. Ou peuvent être compensées avec l'accord du travailleur par un congé de même durée. Ok. Donc une distinction entre les heures supplémentaires
Et le travail supplémentaire, c'est ce que vous me dites. Hein. Voilà, exactement. Donc des heures supplémentaires, donc 45 heures, donc c'est le maximum. Alors, c'est le maximum qui est fixé par la loi sur le travail, qu'on peut dépasser à certaines conditions. Ça ne va pas être systématique. Hein. Donc, une personne qui travaille 65 heures par semaine pendant 6 mois, on va avoir un problème. Ok, donc là, c'est quelque chose qui ne serait pas légal, ça. Alors, a priori, oui, ce ne serait pas légal. Donc, on ne peut pas forcer les gens, finalement, à travailler. Alors, tout à l'heure, quand vous me posiez la question de dire est-ce qu'on peut dire non à notre employeur, typiquement, le fait d'avoir une instruction de refuser de badger, c'est une instruction qui serait contraire à l'obligation légale de l'employeur de tenir un horaire. Alors, voilà, après, évidemment, il y a le droit et puis après, il y a les relations humaines. Mais en tout cas, le problème quand on ne badge pas, c'est qu'il n'y aura pas de trace si un jour on doit expliquer qu'on a travaillé plus. Alors, quel conseil, parce que moi j'ai travaillé dans des entreprises dans lesquelles on ne badgeait pas et que effectivement, eh bien, les employés avaient une fâcheuse tendance, on va dire, à travailler plus que ce qui était normalement inscrit sur leur contrat de travail. Alors, quel conseil vous pouvez donner aux gens qui se retrouvent dans cette situation de faire des heures supplémentaires, où finalement tout le monde fait des heures supplémentaires, puis que lorsque vous partez d'un coup un petit peu à 7 heures le soir ou à 7h30 de votre bureau, on vous demande si vous travaillez à mi-temps. Quel est le conseil que vous donnez à ces gens-là, en fait? Alors, toute cette cause, ça fait partie, je pense, même des obligations de l'employé quand on fait des heures supplémentaires, c'est de les signaler à l'employeur. Parce que, d'une part, le but de le signaler à l'employeur, déjà l'employeur est au courant et peut prendre, le cas échéant, des mesures pour réduire la charge de travail, parce que les heures supplémentaires, ça reste quand même une situation qui n'est pas normal. L'important, c'est de le signaler, de préférence par écrit à l'employeur. C'est aussi, je ne vais pas dire une des conditions, mais si un jour il y a un procès et qu'on doit récupérer des heures supplémentaires, la personne qui n'annonce pas ces heures supplémentaires, encore une fois, on pourra éventuellement lui reprocher parce que, encore une fois, parce que les heures supplémentaires doivent être faites au-dessus de l'employeur. Et puis, on pourrait imaginer quelqu'un qui a accumulé plein d'heures, mais qui n'a absolument rien dit pendant des années, puis qui à la fin des rapports de travail arrive avec, 1500 heures supplémentaires. Ça va être difficilement admissible au niveau du tribunal si l'employeur n'était pas au courant, parce qu'encore une fois, il n'a pas pu prendre les mesures nécessaires. Et puis, il faut qu'il n'ait pas été fait avec l'accord de l'employeur. Donc, ça peut se passer sous la forme d'un fichier Excel où l'employé tient finalement sa comptabilité des heures supplémentaires et puis chaque fin de mois, en fait, donne cette feuille à son supérieur ou signale ça à qui ça doit être signalé, ça, en fait? Alors, en principe, à la hiérarchie. Donc, le supérieur hiérarchique direct, etc. Pour dire, OK, ce mois, j'ai fait tant d'heures supplémentaires, le mois d'avant, etc. Tout à fait. Donc, ça, c'est quelque chose qui finalement, est recommandé, est essentiel de faire pour pouvoir... Je pense que tout le monde a y gagné. Hein. C'est plus clair pour l'employé, parce que voilà. Et puis, si l'employeur voit qu'il fait parce que parfois, on peut aussi imaginer un travailleur qui fait des heures supplémentaires qui pourraient pas être justifiées, ça permet aussi à l'employeur de voir le problème et d'en discuter. Et donc vous faisiez ce distinguo entre heures supplémentaires et travail supplémentaire, donc jusqu'à 45, respectivement 45 heures pour les cols blancs, respectivement 50 heures pour les cols bleus. Donc c'est des heures supplémentaires. Et au-delà, donc de 45 pour les cols blancs et 50 pour les cols bleus, c'est du travail supplémentaire qui lui est rémunéré avec une majoration de 25%. Alors voilà, encore une fois, sous réserve d'une franchise pour une certaine catégorie de travailleurs. Et pour autant que vous n'êtes pas cadre dirigeant, c'est-à-dire si vous n'avez pas un pouvoir décisionnel dans le cadre de l'entreprise, dans quel cas vous êtes considéré comme un cadre supérieur et puis la loi ne s'appliquerait pas. Mais si vous êtes cadre intermédiaire ou simplement un employé, évidemment, cette norme s'applique. Ok. Donc, à partir de quel moment, finalement, est-ce qu'on est dans l'abus, quoi? J'entends, Alors, c'est toutes les situations qui ne respectent pas la loi, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer des gens qui travaillent. La situation que vous avez donnée tout à l'heure avec des gens qui travaillent au-delà de l'horaire contractuel, au-delà de l'horaire maximal fixé par la loi du travail, et qui ne disent rien, qui continuent à travailler, et puis finalement qui travaillent sans être rémunérés plus. Là, effectivement, on pourrait y voir une situation d'abus. Oui.
Donc après, on arrive évidemment sur des situations de burn-out. Promotion Santé Suisse, c'est un petit peu l'indicateur de ces risques psychosociaux. Ce qu'on appelle publiquement risques psychosociaux, c'est toutes les maladies liées au stress. Donc ce surcroît de stress, quand le corps est sans arrêt en tension, il se met en mode survie. Le cerveau va produire notamment du cortisol. Le cortisol qui peut réguler le métabolisme, notamment quand il y a des pics d'adrénaline, pour remettre finalement le corps en énergie basse et puis retrouver des niveaux stables. Mais quand on est sans arrêt en tension, sans arrêt en stress, le corps produit du cortisol en excès et ça va avoir un impact sur notre santé et on va somatiser, tomber malade avec dans ces manifestations les plus graves de la dépression, du burn-out, etc. Le burn-out, j'aimerais qu'on vienne parler de cette thématique parce que effectivement, c'est une maladie qui n'est pas reconnue sur un plan comme une maladie socio-professionnelle. Ça veut dire que le burn-out est à la charge de la LAMAL, c'est notre assurance privée, vous et moi qui payons ça. Et chaque année, les cas de burn-out sont en augmentation de manière exponentielle. C'est peut-être une des explications de l'augmentation des primes maladies de 10% par année parce qu'il y a de plus en plus de gens qui tombent malades, qui font des burn-out. Et le burn-out, c'est une maladie de longue durée. Et moi, j'aimerais un petit peu avoir votre opinion sur cette question de burn-out. Quels sont les devoirs de l'employeur finalement pour protéger ses salariés contre le burn-out? Alors, on revient à l'article de base, qui est ce fameux article 328 du Code des obligations, à savoir qu'on doit protéger la personnalité de l'employé. Alors, le burn-out, ça peut être... en fait, le problème du burn-out, c'est qu'il y a une diversité de motifs qui peuvent conduire à cette situation. Ça peut être un mauvais management, ça peut être une surcharge de travail, il y a une pluralité de motifs. Donc, disons qu'il n'y a pas de formule magique, j'ai envie de dire, pour prévenir le burn-out. C'est un travail de tous les instants et ça se fait vraiment au niveau managérial pour faire en sorte que les équipes et les employés se sentent bien et pas surchargés avec une charge de travail qui convient pour ne pas se retrouver dans des situations d'épuisement. L'employeur doit être à l'écoute aussi de ses employés et voilà, après, le burn-out peut aussi provenir, alors je vous ai parlé des problématiques de surcharge de travail, mais le burn-out peut aussi provenir de certains comportements de la part, que ce soit de managers, voire de collègues, qu'on peut retrouver dans des situations de harcèlement sexuel. Enfin voilà, c'est la conséquence d'un stress dont l'origine vient du monde professionnel, mais ce stress peut encore une fois être soit du harcèlement, soit une surcharge de travail. Donc voilà, c'est tous ces risques qui sont inhérents à la vie professionnelle que l'employeur doit prévenir. Alors, une mesure concrète, il y a on impose maintenant à l'employeur de désigner une personne de confiance tierce, neutre, hors hiérarchie et formée déjà pour que la personne qui fait l'objet de harcèlement, qui est en difficulté dans son travail, de pouvoir y recourir, de trouver une écoute, et puis éventuellement cette personne peut faire office de médiateur avec l'employeur, parce que justement cette personne est hors hiérarchie, puis d'expliquer, ça vise à favoriser finalement la communication qui est encore une fois un peu à la base de tout. Ouais. Mais voilà, ça c'est un des moyens, mais j'ai envie de dire c'est le premier pas, parce que l'employeur ne doit pas se dire j'ai mis une personne de confiance et puis ensuite c'est terminé. Parce que voilà, si on fait une personne de confiance et qu'on ne fait rien derrière, c'est absolument inutile. On doit prendre la chose dans son ensemble, de dire voilà, si la personne de confiance intervient, on va essayer de trouver des solutions pour que ça fonctionne. Au niveau professionnel, donc, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que l'employé peut faire si finalement il n'a pas suffisamment de ressources pour pouvoir faire face à ces contraintes? Donc, alors, ce manque de ressources qui va finalement le conduire droit dans le mur en fait. Alors, je pense que la bonne décision, oui, encore une fois, connaître ses limites, et puis si on voit qu'on arrive à ses limites, il ne faut pas hésiter, parce que ça ne sert à rien de faire un burn-out, parce que personne n'y gagne finalement dans le burn-out. La personne, évidemment, l'employé n'y gagne pas parce que voilà, il est en arrêt maladie, c'est pas agréable, et puis l'employeur, il perd une force de travail. Donc, je dirais connaître ses limites, et puis s'il le faut, s'adresser à un professionnel de la santé pour prendre soin de sa santé. J'ai envie de dire, ces situations-là, le plus tôt possible est le mieux. Et encore une fois, de ne pas taire la situation.
de s'en ouvrir, parce qu'encore une fois, si l'employeur n'est pas conscient de la problématique qui existe au sein de cette équipe-là, par exemple, eh bien, en tout cas, on ne pourra pas lui reprocher de ne pas avoir pris de mesures. Alors bon, effectivement, personne n'a gagné dans une situation de burn-out, hein, c'est évident, l'employé va avoir des conséquences sur sa santé. Après, en termes donc dans la pratique, dans votre pratique, qu'est-ce qui se produit en termes d'employabilité quand une personne tombe en burn-out ? Est-ce que l'employeur maintient son poste, l'accueille à bras ouverts quand elle revient, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui se produisent finalement dans la réalité ? Alors, il y a un processus qui va se mettre en place. Souvent, dans les cas de burn-out, ce n'est pas une maladie de courte durée, comme vous l'avez dit, ça prend du temps pour se remettre d'un burn-out. Donc, pour les entreprises, la plupart quand même, qui disposent d'une assurance perte de gain, celle-ci va commencer à prester. Et puis, ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que la plupart des assurances, évidemment, veulent essayer de remettre la personne sur pied le plus rapidement possible. Donc voilà, il y a des désignations d'un case manager pour essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qui dysfonctionne. En rappelant que quand même, je veux dire, l'objectif des case managers, c'est pas un délégué de l'employé, ça reste une personne qui va analyser les choses sous l'angle de l'assurance. En gros, l'assurance souhaite vous remettre le plus rapidement possible au travail parce que ce ne sont pas des entreprises à but non lucratif. Disons qu'elles ont elles ont un intérêt évidemment à ce que la personne ils ont un intérêt à ce que la personne soit employable le plus rapidement possible, évidemment, parce que sinon elles doivent prester. Alors après, il y a ce premier processus qui va se mettre en place, c'est-à-dire voilà, on va essayer de voir ce qu'il est possible de faire ou pas. Après, effectivement, si on arrive à la conclusion que la personne va être en maladie longue durée, il y a des périodes de protection durant lesquelles l'employeur ne peut pas mettre un terme à votre contrat de travail. Qui dépendra de votre ancienneté, qui sont flexibles, qui s'allongent, plus vous avez de l'ancienneté, plus la période de protection est longue. Et puis, une fois que cette période est passée, l'employeur peut mettre un terme au contrat de travail, parce qu'effectivement, une incapacité de travail est un motif de licenciement parmi d'autres. Alors après, la question qui va se poser, c'est est-ce que ce licenciement est abusif ou pas ? Alors, en soi, le fait de licencier quelqu'un parce qu'il est malade, c'est pas un licenciement abusif. Par contre, si cette incapacité est provoquée par la violation par l'employeur de l'article 328, c'est-à-dire voilà, qu'il y a une situation de mobbing qui l'a causé, par exemple, ou des atteintes à la personnalité, ou si on arrive à établir un lien de causalité entre l'incapacité de travail de l'employé et un comportement, je vais dire, fautif de l'employeur, à ce moment-là, ce serait un employeur qui se prévaut de sa propre violation du contrat, et ça peut rendre à ce moment-là le licenciement abusif. Ok, on viendra sur cette thématique du licenciement abusif tout à l'heure. Donc effectivement, je pense que nos auditeurs l'ont compris. Donc il est évident que c'est de l'intérêt de personne d'arriver au burn-out, hein, puisque les conséquences pour l'employé en termes de santé, mais également en termes d'employabilité, puisque très souvent, ça se termine par un licenciement, puisque l'employé ne peut plus travailler, qu'après il va falloir remonter la pente et ça prend du temps, retrouver un job, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de problématique, raison pour laquelle il est important finalement de venir se dire tout au long de la relation de travail, venir dire quelles sont les difficultés, les problèmes, le manque de ressources ou la surcharge de travail, pour que finalement l'employeur puisse répondre à ses obligations et mettre en place finalement les conditions cadres qui permettent à tout un chacun de pouvoir travailler dans des conditions acceptables, en fait. Si j'ai bien compris, hein. Oui, tout à fait. Je constate en tout cas dans ma pratique que souvent dans des cas de burn-out ou dans des cas même de licenciement qui pourraient être abusifs, l'origine, souvent on arrive à la conclusion qu'il y a un problème de communication quelque part, qu'il y a une frustration, un dysfonctionnement au niveau de l'échange de l'information qui va créer des frustrations d'un côté et de l'autre, avec une situation qui va se tendre de plus en plus parce que les gens ne communiquent pas ou communiquent mal. C'est aussi il faut savoir aussi communiquer, parce que parfois communiquer de manière inappropriée peut parfois envenimer les choses.
encore plus. D'où la personne de confiance, dont finalement c'est un petit peu le but et le rôle de venir agir un petit peu comme un médiateur en fait. Alors elle peut agir comme un médiateur, ça c'est clair. La première fonction de la personne de confiance, c'est d'abord, et je pense que c'est important pour les employés, déjà de recueillir le dysfonctionnement, l'éventuelle souffrance qu'il peut y avoir. Je pense que ça c'est déjà un premier pas, parce que c'est souvent difficile quand on est dans une structure, quand on voit les autres, il y a une certaine pression de se dire, voilà, moi j'arrive au bout de mes capacités et puis j'ai peut-être besoin d'aide. Et d'aller à la démarche, d'aller consulter la personne de confiance, il faut déjà avoir une certaine énergie. Certains n'en sont peut-être déjà pas capables de faire ce premier geste. Mais une fois qu'on a fait ce geste-là, je pense que les personnes sont déjà soulagées d'avoir pu, en tout cas, poser le problème, parce que d'arriver à poser le problème, c'est aussi d'être capable de l'identifier. Ça, c'est important, parce que parfois on souffre, mais on n'arrive pas à identifier le problème. Donc là, ça nous permet quand même de poser un cadre. Et une fois que le cadre il est posé, ça permet ensuite à cette personne qui, encore une fois, doit être formée, d'essayer de rechercher des solutions. Ok. Oui, c'est tout à fait pertinent ce que vous racontez, parce que précisément dans le burn-out, très souvent, même je dirais presque tout le temps, les gens n'ont pas conscience de l'état, j'ai envie de dire, délabrement dans lequel ils sont déjà au niveau émotionnel, énergétique, et ils sont au bout du truc. Et en fait, les gens qui font un burn-out, c'est précisément parce qu'ils n'ont pas cette conscience de l'état dans lequel ils se trouvent déjà, et que finalement, le corps finit par se rappeler à leurs bons souvenirs, et puis à un moment donné, il casse. Une autre thématique que j'aimerais bien qu'on aborde, c'est celle du harcèlement et du mobbing. Donc peut-être déjà faire la distinction. Est-ce qu'il y a une distinction en fait entre harcèlement ou mobbing ou pas ? Alors oui, donc le mobbing a une définition en tout cas assez précise qui a été consacrée notamment par la jurisprudence. C'est des actes de harcèlement qui sont hostiles, répétés dans une certaine durée et qui visent à l'exclusion, à la marginalisation professionnelle d'un individu. Donc ça peut être... et le mobbing a ce site particulier que si on prend un acte isolé, eh bien, on pourrait penser que c'est quelque chose qui pourrait être acceptable. Et c'est finalement l'ensemble de ces actes-là qui font qu'on est dans une situation de mobbing. Je prends un exemple assez simple. Je veux dire, il y a un apéro entre collègues, et tout le monde qui va aller à la machine à café se partager un bout de gâteau, et puis cette personne-là, systématiquement, on ne l'appelle pas. Alors bon, peut-être que si on prend cette image une seule fois, peut-être on n'y a pas pensé, c'est pas si grave. Mais si ça devient systématique et que systématiquement on la marginalise, on ne lui parle pas, ou on a un traitement différent par rapport aux autres, et puis que parfois c'est même à dessein qu'on le fait, et bien là on peut arriver dans une situation de mobbing. La définition du harcèlement est un peu plus large. Le mobbing est une situation quand même assez précise. Alors, comment est-ce qu'on fait pour se protéger finalement du harcèlement, puisque depuis maintenant l'avènement de MeToo, qui a vraiment mis une lumière crue sur tous ces agissements au travail, donc comment est-ce qu'on fait pour se protéger ? Qu'est-ce que l'employé doit faire finalement pour stopper ces agissements et faire en sorte de ne pas être ni harcelé ni mobbé ? Alors, c'est parfois compliqué parce que justement il y a des dynamiques de groupe. C'est pas facile quand on est au sein d'un groupe, si on est déjà dans une situation de mobbing, donc on est déjà un petit peu isolé, de réagir, c'est pas évident d'aller dire au groupe ce qui se passe là, c'est pas correct. Donc d'aller parler au groupe, c'est compliqué. C'est pour ça aussi que la loi maintenant exige qu'il y ait cette présence de cette personne de confiance. Donc j'ai envie de dire, le premier conseil que j'ai envie de donner, c'est d'en parler. Alors si on arrive à en parler à un supérieur hiérarchique, tant mieux. C'est pas forcément toujours la meilleure solution, parce que on peut avoir plusieurs types de réponses. Ça peut être aussi, on peut parfois être déconsidéré aussi, de dire mais finalement t'en fais un peu beaucoup là, c'est pas si grave. Moi le conseil que je donnerais, c'est d'aller voir la personne de confiance, parce que c'est encore une fois la première étape, qui pourra agir ensuite avec la hiérarchie pour essayer de résoudre le problème. Mais en toute cause, le conseil que je ne donnerais pas, c'est de laisser aller et puis de croire qu'un jour, ça va s'améliorer tout seul. Parce qu'en réalité, ces dynamiques de groupe, elles sont déjà bien ancrées. Et c'est assez rare que les choses, si on ne dit rien, s'arrangent toutes seules. Surtout que,
encore une fois, dans ces dynamiques, les personnes qui pratiquent le mobbing n'en sont parfois pas conscientes parce que justement, ça se fait dans le cadre d'un groupe. Ouais. Alors donc on dénonce les choses, donc il faut en parler, hein, c'est ce que vous dites. En tout cas, aller voir la personne de confiance pour pouvoir faire le point avec, dénoncer ces cas, le cas échéant si on n'arrive pas à s'arranger différemment. Et puis les conséquences, ça va être quoi finalement sur le plan de l'entreprise ou de la personne qui dénonce ou peut-être du harceleur, etc. Comment ça se passe en fait dans la pratique? Moi, j'ai souvent entendu des craintes de personnes qui n'osent pas dénoncer parce que mais si je dénonce, je vais devoir partir. Comment est-ce que vous vivez ça dans votre pratique quotidienne? Alors, la personne qui, admettons, une personne qui dénonce une situation de mobbing, et puis par la suite, l'employeur l'apprend et puis la solution de l'employeur, c'est de licencier cette personne parce que elle a dénoncé une situation qu'elle estimait contraire au droit. Là, on a une situation qui serait de licenciement abusif parce que c'est ce qu'on appelle typiquement un congé de représailles. La personne qui fait valoir des droits, même qui n'existeraient pas, mais si elle le fait de bonne foi, en tout cas, et qui se fait licencier pour cette raison-là, eh bien, à ce moment-là, peut aboutir à une situation de licenciement abusif. Ouais. Donc, mais disons que la pratique, c'est que effectivement, maintenant avec MeToo, je pense que ça a mis, je pense qu'il y a eu pas mal de gens qui ont dû répondre de leurs actes, hein, ce qui est bien, je pense. Alors, il y a une certaine sensibilité qui s'est effectivement développée et que j'ai pu constater aussi dans le cadre de ma pratique, avec des entreprises qui sont beaucoup plus sensibles, et avec en tout cas un cas en particulier où finalement assez rapidement l'entreprise a pris conscience de la situation et a procédé au licenciement du harceleur. Alors là, c'était un cas qui était assez établi, mais bon, le problème, enfin on y reviendra peut-être après, mais le problème du harcèlement sexuel, c'est que c'est pas toujours visible. Parfois, il peut s'agir simplement d'un regard, de regard insistant, de petites remarques faites à la volée. Ça peut être beaucoup de choses qui se voient pas. Après, dans le cas auquel je pense, c'était plus facile parce que ça se faisait par WhatsApp. Et donc là, on avait des preuves assez évidentes d'une situation de harcèlement sexuel. Et là, le conseil de l'avocat, donc pour une personne qui est victime, donc vous dites, OK, on va voir la personne de confiance, mais est-ce qu'on doit manifester on doit verbaliser, on doit écrire, on doit dire non, comment ça doit se manifester, disons pratiquement en fait. Alors clairement, s'il y a des actes qui constituent du harcèlement sexuel avec laquelle la victime ne consent pas, il faut évidemment le dire au harceleur si on y arrive, bien sûr. Mais le genre de plaisanterie grivoise ou ce genre de comportement. Donc si on n'est pas d'accord, c'est quoi le conseil? Alors le conseil, c'est déjà de dire non, de dire voilà que je n'accepte pas. Enfin voilà, ces plaisanteries me mettent mal à l'aise. Bon, de le dire verbalement, c'est une bonne chose. Après, évidemment, comme avocat, je pense toujours à la phase contentieuse. Et puis, il peut être important aussi de l'écrire à un moment donné, de dire, voilà, depuis un certain temps, voilà, je vis une situation dans laquelle je suis mal à l'aise, vous n'arrêtez pas de faire des blagues à caractère sexiste. Voilà, ça me plaît pas, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça. Soit de l'écrire à la hiérarchie, ou en tout cas qu'il y ait une trace quelque part, c'est quelque chose qui va évidemment aider. Si par hypothèse on arrivait à une situation contentieuse et une situation où on devait faire un procès, évidemment, le simple dire je l'ai dit n'est pas suffisant. C'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. C'est pas que c'est pas suffisant, puisque en matière de harcèlement sexuel, le fardeau de la preuve, en l'état actuel de choses, il est légèrement allégé. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'apporter un faisceau d'indices peut suffire. Mais d'ailleurs, la loi est en train de changer. Il y a des discussions au Parlement pour changer la problématique du fardeau de la preuve, parce que encore une fois, c'est difficile. Moi, je me souviens d'une cliente qui voilà, c'était simplement du non-verbal, des comportements non-verbaux. C'était le fait de frôler une personne, encore une fois, de lui souffler un peu dans les cheveux, comme ça, d'avoir une proximité qui n'a pas lieu d'être dans des rapports de travail.
Ouais. Et après, effectivement, venir prouver ça, c'est compliqué pour dire mais il me soufflait dans les cheveux, etc. C'est assez difficile. C'est en tout cas détestable comme comportement. On parle de licenciement abusif, donc alors c'est quoi un licenciement abusif? Alors, licenciement abusif, c'est un licenciement qui serait contraire au droit. Alors, ça peut être plein de choses, j'ai envie de dire. Je peux donner quelques exemples à la volée parce que la jurisprudence est extrêmement large, mais ça pourrait être un licenciement typiquement représailles parce qu'une personne a fait valoir ses prétentions. Ça peut être un licenciement en raison des convictions religieuses d'une personne, de l'orientation sexuelle, c'est le motif de base d'un licenciement. Ça peut être aussi dans la manière de faire le licenciement. Un licenciement qui est particulièrement humiliant peut revêtir un caractère abusif. Donc la palette est assez large. Il y a toute une série de dispositions de cas qui sont dans la loi, mais la jurisprudence en consacre énormément aussi. Donc voilà, pas tout est dans la loi. Alors donc victime d'un licenciement abusif, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors la première chose à faire, c'est que pour le but du licenciement abusif, enfin le but du système qui est dans la loi vous impose de faire ce qu'on appelle opposition au licenciement avant la fin du délai de congé. Donc avant la fin des rapports de travail. Donc vous devez écrire, et l'employeur doit l'avoir reçu avant la fin des rapports de travail, une lettre, si possible, j'ai dit en tout cas recommandée pour avoir la preuve de l'envoi, comme quoi vous vous opposez au licenciement. Alors l'opposition au licenciement, en théorie, ça vise à quoi? Ça vise à ce que l'employeur reconsidère sa décision et puis annule éventuellement ou revienne sur sa position. Ce qui, dans la pratique, est rare, voire, j'ai envie de dire, voilà. Je crois que je l'ai jamais vu. Je crois que je l'ai peut-être vu une fois, mais voilà, en 10 ans de carrière. On voulait vous virer, mais finalement, on ne veut plus vous virer. Donc, voilà, ça me paraît assez rare. Mais bon, par contre, voilà, l'idée du législateur, c'était ça, c'était de dire, voilà, on fait opposition, donc on discute. Ouais. Après, si effectivement l'employeur reste sur sa position et confirme son licenciement, et bien à ce moment-là, vous avez éventuellement, vous avez 180 jours dès la fin des rapports de travail pour porter l'affaire en justice. Et puis, si le licenciement est reconnu, l'employeur peut être condamné à verser une indemnité qui peut monter jusqu'à 6 mois de salaire. Finalement, le risque maximum de l'employeur, c'est 6 mois de salaire. Est-ce que vous considérez dans votre pratique que finalement ces 6 mois sont c'est équitable ou c'est quelque chose, on n'est pas aux États-Unis bien entendu, donc où on ne peut pas avoir des millions parce qu'on s'est fait renverser du café, etc. Donc on n'est pas dans ce genre de réparation tort morale, etc. Mais est-ce que vous considérez que ces 6 mois sont encore quelque chose de dissuasif finalement pour les employeurs, pour les contraindre à mettre en place des mesures qui soient acceptables pour tout un chacun? Alors, je pense que, première chose, je ne pense pas que cette indemnité de 6 mois ait pour but de dissuader l'employeur de faire des actes qui pourraient être attentatoires à la personnalité ou se retrouver dans une situation de licenciement abusif. C'est une sorte l'indemnité pour licenciement abusif encore une fois, à deux composantes. Il y a quand même un caractère punitif pour l'employeur, parce que voilà, on considère que lorsque l'employeur viole des dispositions, il doit être un peu puni. Donc il y a un caractère punitif dans cette indemnité, mais il y a aussi un caractère réparateur, c'est-à-dire réparateur pour l'employé. Ça doit être. Alors, est-ce que l'indemnité est 6 mois, c'est trop ou pas trop? Mon avis personnel, c'est que ça dépend de l'entreprise, évidemment. Si vous prenez la menuiserie du coin qui a un petit chiffre d'affaires, ça peut être vite une grosse charge. Et si vous avez une grande multinationale, ça fera en règle générale pas très très mal. En tout cas, moins mal qu'à la menuiserie du coin. Donc voilà. Et puis après, c'est difficile ensuite de punir, encore une fois, l'entreprise en fonction de sa taille. Ça, c'est pas quelque chose que le législateur prévoit. Après, effectivement, il faut aussi garder à l'esprit par rapport à l'aspect réparateur que les montants, en tout cas en l'état de la jurisprudence pour tort moral, sont extrêmement bas en Suisse. On n'a qu'à le voir dans les infractions pénales. Vous vous faites agresser dans la rue, vous avez peut-être quelques milliers de francs. Enfin, voilà, c'est des montants qui sont relativement qui sont dérisoires. Donc, mise en perspective avec ce montant-là, je dirais que 6 mois,
c'est quelque chose qui reste assez équilibré. Mais je conviens que pour les grandes entreprises, c'est probablement pas dissuasif. Non. Simplement, il faut sur la question de savoir si l'indemnité de 6 mois est suffisante ou pas. Il faut garder à l'esprit que bon, c'est ce qui est prévu par le Code des obligations, mais que dans la fonction publique, souvent, on a des situations, enfin, les règlements ou les lois qui s'appliquent à des rapports de droit public prévoient des indemnisations qui sont supérieures à 6 mois, qui peuvent être par exemple de 12 mois dans l'administration fédérale, par exemple. D'accord. Donc, sont légèrement mieux lotis, disons, que au niveau des administrations qui ne sont pas sous le même régime de loi que... Sur ce point-là, oui, effectivement, parce que le Code des obligations ne s'applique pas, en tout cas pas directement. Hein. Souvent, les rapports de droit public sont régis de manière légèrement différente. Ok. Encore une chose que j'aurais souhaité parler avec vous avant de nous quitter, c'est le certificat de travail, puisque le certificat de travail donc, c'est une obligation en Suisse. Quelles sont les obligations de l'employeur pour ce document ? Alors, le certificat de travail Alors, il y a 2 types de certificats de travail. Il y a le certificat complet et puis le certificat simple. Le certificat simple va simplement mentionner pour qui vous avez travaillé de telle date à telle date. Et puis, en principe, ça s'arrête à peu près là. Pour le certificat complet, c'est ce qu'on voit ce qu'on voit le plus souvent. Donc évidemment, il y a outre les dates à laquelle et le pourcentage de votre taux d'activité, il y aura un descriptif des tâches, et puis il y aura également une appréciation de la qualité de votre travail. Ok. Alors, sur la qualification, c'est souvent ça qui pose problème quand on n'est pas d'accord parce que l'employeur a une vision différente de l'employé sur les prestations de travail. Le certificat de travail doit obéir à 2 règles. La première, c'est le principe de bienveillance. Le but d'un certificat de travail, ça reste quand même de favoriser l'avenir économique du travailleur. Donc, on doit essayer de faire en sorte de relever, si possible, les qualités du travailleur pour lui faciliter une réinsertion dans le monde du travail. À cette obligation-loi, enfin à ce principe-là, on peut opposer le principe de véracité également. Donc l'employeur qui rédige un certificat de travail doit dire la vérité, ne doit pas dire des choses fausses. Donc évidemment, je prends un cas un peu extrême, mais si un employé pique dans la caisse et puis se fait licencier avec effet immédiat pour ça, eh bien l'employeur sera bien inspiré de le mentionner dans le certificat de travail. Parce qu'à quelque part, il risque d'engager aussi sa responsabilité si, par exemple, imaginons, il dit qu'il est honnête et fiable, alors que lui-même a été victime d'une infraction de la part de cet employeur, de cet employé. Donc voilà, c'est ces 2 aspects-là qu'il va falloir conjuguer. Et voilà, c'est souvent ça qui crée des tensions quand on a des litiges en droit du travail sur la question du certificat de travail, parce que voilà, on essaie de sous-peser chaque mot et évidemment c'est un document. Donc effectivement, donc j'entends ce principe de véracité, c'est-à-dire que si vous êtes un employé qui se comporte mal, qui commet des méfaits, des délits, eh bien en tant qu'employeur, vous n'allez pas faire un certificat de travail qui vante vos mérites et votre honnêteté et vos grandes valeurs. Donc ça, on peut parfaitement l'entendre. Donc ça veut dire qu'en d'autres termes, un certificat de travail peut être négatif en fait. Absolument. Il peut être négatif et puis je rappellerai aussi que la rédaction, enfin l'employeur a le privilège de la rédaction. C'est lui qui le rédige. L'employé peut pas imposer un texte. Il peut le faire corriger. Si par exemple il y a des choses admettons qu'il y a une procédure et puis je sais pas, par exemple l'employeur dit que il a quelqu'un qui avait des relations exécrables avec ses collègues et puis s'il arrive au tribunal a démontré qu'au contraire, il avait des relations cordiales avec ses collègues, qu'il était apprécié, que finalement c'est peut-être qu'une seule personne avec qui il ne s'entendait pas, eh bien le tribunal peut ordonner à ce qu'on rectifie le certificat de travail et dans ce sens-là. Mais par contre, de procéder à une modification complète et de demander à l'employé, enfin d'exiger de l'employeur qu'il recopie finalement un projet de l'employé, l'employeur n'est pas obligé de le faire. Vous me dites qu'un certificat peut être négatif. Alors, on comprend dans le cas d'un délit ou
une malversation, qu'on ne va pas s'engager positivement en fonction de cet ex-employé. Après, si on a des relations conflictuelles avec son patron ou avec un collègue, est-ce que ça nécessite d'être mis dans un certificat de travail? Est-ce que ça ne va pas au-delà du devoir de bienveillance, quelque part? Alors, c'est assez rare dans la pratique qu'on mette la personne entretenait des relations exécrables avec ses collègues. Ça va être dit autrement. Ça va être dit ça peut être un silence, par exemple. Ça peut déjà dire beaucoup de choses. Si on met rien sur les relations, eh bien, dans le monde des RH, on va dire, voilà, ça veut dire peut-être qu'il y a un problème. C'est assez rare finalement qu'on mette quelque chose de vraiment négatif, sauf, encore une fois, ces questions d'infraction pénale. Après, voilà, il y a plein de façons de dire les choses dans un certificat de travail pour faire comprendre à son lecteur qu'il y avait un problème à ce niveau-là. Après, il y a la possibilité, encore une fois, de faire corriger le certificat de travail. La rédaction du certificat de travail reste un privilège de l'employeur, donc c'est l'employeur qui rédige. Après, s'il y a des choses qui sont incorrectes, l'employé peut demander une rectification, il peut le faire par voie judiciaire. Donc on peut faire une procédure judiciaire uniquement pour rectifier un certificat de travail. Après, l'employé a le fardeau de la preuve, c'est-à-dire qu'il supporte le fardeau de la preuve, c'est-à-dire qu'il doit démontrer que ce qui est écrit dans le certificat n'est pas correct. Typiquement, pour reprendre votre exemple, parce qu'il entretenait des relations exécrables, eh bien, il va faire venir probablement des témoins ou des anciennes évaluations qui diraient que l'employé avait de bonnes relations et puis s'entendait bien avec tout le monde. Encore une question, est-ce que donc, le certificat de travail finalement est là pour donner une appréciation du travail de l'employé, donc favoriser sa réemployabilité? Est-ce que le prochain employeur a l'autorisation, le droit de contacter un ancien employeur pour savoir comment vous vous comportiez à votre travail? Alors, je dirais que la problématique se pose dans l'autre sens, c'est-à-dire que le potentiel employeur a toujours le droit de contacter qui il veut. Après, autre est la question de si le précédent employeur a la possibilité de donner des informations ou pas sur l'employé. Et ça, il faut effectivement le consentement de l'employé. Ok, donc votre ex-employeur ne peut pas vous salir, j'ai envie de dire, ou disons que dire des choses, tout le mal qui pense de vous, le cas échéant, quoi, en fait, en quelque sorte. En principe, effectivement, voilà. S'il n'y a pas d'autorisation, d'ailleurs, dans la plupart des, dans les grandes entreprises, dans la fin des rapports de travail, il y a toujours souvent, en tout cas, j'ai vu un formulaire pour savoir si la personne consent ou pas Est-ce que l'employeur donne des informations. Ouais. Ok, Maître Lame, écoutez, je crois qu'on a vraiment fait le tour de toutes ces problématiques qui sont susceptibles de concerner nos auditeurs. Alors, je vous remercie du reste pour toutes ces informations extrêmement pertinentes, extrêmement utiles. Hein. Je suis convaincu que les auditeurs auront trouvé un maximum de valeur en nous écoutant. Et en guise de conclusion, peut-être pour les personnes qui nous écoutent, eh bien, si vous êtes aujourd'hui dans une situation professionnelle pesante ou difficile, telle que celle que nous avons évoquée au cours de cette émission, une situation qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus, eh bien, le conseil, c'est de ne pas laisser les choses aller comme ça, en espérant que les choses vont s'arranger par elles-mêmes avec le temps. C'est très souvent un pari risqué, parce que d'expérience, eh bien, les choses ont souvent tendance à se péjorer avec le temps, et ça va finalement impacter négativement tous les domaines de votre vie, hein, au niveau de votre énergie, de votre santé, et qu'il est beaucoup plus facile d'entreprendre des actions quand on a encore la force et l'énergie que quand on est épuisé émotionnellement ou qu'on est proche du nervous breakdown ou du burn-out. Mais peut-être qu'avant de vous retrouver dans une situation insupportable et d'être contraint de mandater un avocat pour faire valoir vos bons droits et de vous défendre, eh bien, c'est peut-être de vous faire accompagner pour faire le point sur votre situation, voir quelles sont les options à votre disposition. Souvent, eh bien, il va s'agir de tout petits réglages qui vont faire une énorme différence dans votre ressenti, votre qualité d'être et votre qualité de vie. Parfois, ce sont des changements plus importants, mais dans tous les cas, et quelle que soit l'option que vous choisissez, que vous choisirez, eh bien, je pense pouvoir parler autant au nom de Maître Lame que de moi-même. Eh bien, nous sommes à votre disposition pour le cas échéant. On va se quitter sur ces bonnes paroles. Maître Lame, merci infiniment d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous inscrire pour rester informé de mes prochains contenus. Et jusqu'à notre prochaine communication, je vous dis au revoir tout le monde.